Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Il y a quelques mois, nous avons évoqué ici la question de l'électricité en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'électricité, c'est le secteur de l'énergie qui semble traverser une crise malgré les relatives bonnes dispositions de ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le seul exemple. La majorité des pays africains accusent de grosses lacunes en matière énergétique. Comment comprendre ces crises? On essaie d'approfondir la question avec nos invités et proposer quelques alternatives. Alain Kouadio, consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaoro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous sur ce plateau, on retrouve M. Serge Patrick de Souza, analyste politique. Merci d'être avec nous. Le plaisir est toujours partagé, M. Soumaoro. Alors messieurs, on parle de crise énergétique en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais depuis quelques mois, la question de l'énergie est au cœur des initiatives sous-régionales. En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, on a connu une augmentation des prix de l'électricité, la suppression de la subvention sur le carburant. Ce scénario se reproduit un peu partout ces derniers mois. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette crise de l'énergie, M. Kouadio? Merci, M. Stéphane. Pour ma part, deux grandes raisons pour expliquer cette crise énergétique. Il y a les raisons exogènes et les raisons endogènes. Au niveau des raisons exogènes, il y a la mainmise de certains grands groupes internationaux sur le secteur de l'énergie de façon globale en Afrique. Vous savez, au lendemain des indépendances, certains grands groupes ont monopolisé certains secteurs. Et lorsque vous êtes dans une dynamique où le secteur est monopolistique ou oligopolistique, il n'y a pas de concurrence. Or, une économie sans concurrence entraîne forcément ce qu'on appelle la vie chère ou une inflation. Regardez un peu durant la période de la Covid. Il y a eu, juste après la Covid, il y a eu la crise en Ukraine, caractérisée par une flambée des coûts du pétrole. Or, il y a certains pays ouest-africains, subsahariens, qui utilisent l'énergie pour produire de l'électricité. Donc, lorsque le coût du pétrole augmente sur le plan international, cela a des répercussions automatiques sur le plan local. Du coup, le coût de l'énergie augmente. Lorsque le coût de l'énergie prend un coup, automatiquement, il y a une inflation sur le marché dans une dynamique où il n'y a pas de concurrence. Deuxième raison exogène, il y a aussi la mainmise des institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale, le FMI, sur certaines réalités économiques. Certains pays, lorsqu'ils doivent contracter des prêts, par moment, c'est le FMI ou la Banque mondiale qui leur donne les directives, la façon dont ils feront pour, je dirais, rembourser ces prêts. Dernièrement, on a lu des informations dans un organe de presse de la place, je tairai le nom du pays, où un pays a eu un prêt à hauteur de milliards de francs CFA, mais pour le remboursement, le FMI demande à ce que l'État ajuste le coût de l'énergie. Or, si le coût de l'énergie est ajusté dans une dynamique non concurrentielle, les populations locales, les populations lambda seront en difficulté parce que le secteur du transport prendra un coup, le secteur de l'alimentation générale prendra un coup, également même pour la cimenterie qui est un secteur moteur depuis l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Je donne un exemple simple. Donc, voici deux raisons fondamentales qui pourraient expliquer, je dirais, les difficultés énergétiques en ce qui concerne les raisons exogènes. Au niveau des raisons endogènes, nous avons comme première raison l'incapacité de nos États à gérer de façon claire et nette le secteur énergétique. Il se pose un problème managérial. Comme deuxième raison endogène, il y a aussi l'incapacité de nos États à varier les sources de l'énergie. Aujourd'hui, la question de l'énergie solaire est une question qui est abordée avec plus d'acuité. Mais plusieurs initiatives sont prises, mais très peu de résultats concrets. Tout ça parce que le secteur est monopolisé. Voici quelques raisons que je vais évoquer rapidement en ce qui concerne la crise énergétique en Afrique. Et juste avant de passer la parole à M. de Souza, quand même, on voit des initiatives. Quand on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on a le village d'Ibikro qui est à 100% solaire. On voit que déjà dans le programme de mise en œuvre du gouvernement, on part vers le mix autour de 42% mais il y a des initiatives. En 2030. Il y a des initiatives. Donc, il y a des choses mais qui quand sont vous faites. faites le ratio, tout à l'heure j'ai évoqué une raison. Il a dit que le secteur est monopolisé. Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, il est difficile pour gérer une telle situation. Alors donc on reviendra avec vous tout à l'heure parce qu'il y a même certains pays où il n'y a pas ce monopole, mais la difficulté d'accès à l'énergie est encore très prononcée. Monsieur Serge Patrick de Souza, vous, comment est-ce que vous appréhendez, vous voyez cette situation de crise énergétique? Comment est-ce qu'on peut la justifier? Je mets à mon actif tous les exemples qui ont été évoqués par M. Alain et dit qu'on a un problème. Le premier problème, c'est la dynamique démographique. Vous voyez, je prends un exemple clair, pratique. La Côte d'Ivoire, la population ivoirienne avant 2011, on était en deçà des 20 millions d'habitants, autour de 19 millions d'habitants.
Et on n'arrivait même pas à couvrir 40% de toute la Côte d'Ivoire en termes d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à 30 millions d'habitants. Mais les 30 millions d'habitants, imaginez-vous, si nous sommes dans un état où, malgré qu'on atteint 30 millions d'habitants, il n'y a pas de gros investissements qui vont faire progresser tout ce qui est infrastructure énergétique, ça va poser problème. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de progression dans ce sens-là. Mais je prends par exemple le Mali. Le Mali qui a connu un bond en termes démographiques, qui a traversé une longue période et qui continue de traverser cette période de sécurité territoriale, un problème managérial au niveau de la structure qui est chargée de la gestion de l'électricité et qui n'arrive pas véritablement à améliorer déjà les infrastructures existantes en termes de fourniture énergétique, mais en plus qui n'arrive même pas à proposer, je vais dire, qui n'arrive pas à couvrir la sécurité, l'intégrité sécuritaire de son territoire. Dans ces conditions-là, c'est souvent difficile pour ces États-là de mobiliser des moyens et d'investir. Il y a le Nigeria, par exemple, qui doit 2,1 milliards de dollars aux différents fournisseurs prestataires de l'énergie au niveau de leur pays. Mais si ces entreprises travaillent à tête, où vont trouver ces ressources pour pouvoir améliorer alors que nous sommes pratiquement dans un État qui fait pratiquement 15 millions d'habitants et la démographie en Afrique est vraiment dynamique. En Côte d'Ivoire, par exemple, tout à l'heure, vous avez donné des exemples d'efforts du gouvernement ivoirien. Il y a la phase 2 qui sera engagée de la centrale énergétique solaire à Boundiali, mais il y a aussi un ensemble, pour cette année, il y a aussi un ensemble de centrales thermiques qui seront engagés, sans compter les 2 sources gazeuses qui ont été découvertes, Baleine et Kalao, qui permettent au moins à la Côte d'Ivoire de faire une couverture de plus de 87%. C'est inédit, mais lorsqu'on prend le Niger, on prend le Mali, on prend le Burkina, on prend le Nigeria, ce sont des pays qui sont vraiment dans des difficultés. Et là, ce qui vit les populations maliennes, mais c'est encore plus grave parce que tout simplement, le gouvernement malien est confronté à un problème de gestion de la structure qui est chargée de gérer l'électricité, à un problème de sécurité en termes de l'intégrité territoriale, et il y a un problème aussi de moyens en termes d'argent lorsque tu vois surtout le contexte politique, géopolitique qu'il y a dans la sous-région, je parle dans la zone sahélienne, c'est vraiment compliqué. Donc aujourd'hui, le problème énergétique est surtout endogène, je vais le dire, parce que la Côte d'Ivoire, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a une sorte de stabilité politique qui permet à la Côte d'Ivoire de progresser et d'atteindre ces chiffres de performance-là. Je termine par un exemple pour dire que pendant la CAN, mais on n'a pas eu cette difficulté énergétique. Pourtant, c'était une période où l'énergie était véritablement sollicitée. C'est vrai qu'après, on a en janvier, le gouvernement a demandé un effort de la contribution citoyenne par l'augmentation de 10% de la consommation d'électricité. Mais je vais dire, quand tu compares ça, on est autour de 87 francs le kilowattheure. Au Mali, qui est autour de 149 francs le kilowattheure, je me dis que les Ivoiriens sont bien mieux lotis que les autres pays. Monsieur Stéphane, permettez-moi de rebondir sur son point de vue. Oui, je ne partage pas entièrement ce qu'il dit en ce qui concerne la dynamique démographique, l'évolution démographique, qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il y a des crises énergétiques. Pour ma part, le problème, il est lié au monopole. Je prends un exemple simple. On prend l'exemple des transferts mobiles, transferts d'argent. C'était un secteur qui était détenu par MTN, Wave, Orange. Orange était le premier opérateur, donc ils ont une grande partie des clients. Mais lorsqu'il y a eu l'intrusion de Wave dans cette dynamique économique, nous tous nous avons vu les répercussions que ça a entraîné. Les gens disaient que les populations africaines n'ont pas accès à Internet, Wave ne pourra pas marcher, mais Wave a pu s'imposer. Et grâce à l'arrivée de Wave, aujourd'hui, les coûts des transactions ont baissé. Mais quand les coûts des transactions baissent, qui gagne? C'est la population qui gagne. Imaginez-vous un instant. Si la CIE n'est plus, ou bien je dirais, il n'y a plus une seule structure chargée de gérer l'électricité en Côte d'Ivoire, c'est clair que le coût de l'électricité va baisser. Il en est de même. Vous savez, l'économie n'est rien d'autre que la transformation de l'énergie. Lorsque le secteur énergétique n'est pas géré comme il se doit, n'est pas géré avec une certaine efficacité, il est clair que la vie économique devient difficile. Il en est de même dans le domaine du transport, dans le domaine portuaire. Aujourd'hui, l'une des difficultés de notre économie, c'est la question logistique. Lorsque vous avez un seul amateur dans la zone portuaire en ce qui concerne le chargement et le déchargement des bateaux, des conteneurs, et qu'il doit gérer un transport entre un conteneur et la zone de Yopougon,
Les statistiques montrent que c'est le coût de transport le plus élevé d'Afrique. Parce qu'il est le seul amateur, parce qu'il dit ce qu'il veut faire, parce qu'il dit ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de concurrent en face. Pour moi, la seule alternative, il y a deux alternatives. C'est de libéraliser ce secteur et puis faire la promotion des panneaux solaires. Et ensuite, justement, je veux reprendre la libéralisation de ces secteurs et puis on a dit la mise en service ou la vulgarisation des panneaux solaires. Mais on voit la vulgarisation, justement, c'était là l'objet de ma seconde question. Est-ce qu'il fallait rester seulement sur le système hydroélectrique qu'on a l'habitude de voir avec nos États africains ou partir foncièrement et fortement dans le mix? On voit des pays comme le Mali, on voit des pays comme le Bénin, on voit des pays comme le Nigeria où on essaie de développer justement le solaire, les groupes électrogènes, s'alimenter directement au carburant. Donc, ce n'est pas le distributeur national qui le fait. Là aussi, on trouve toujours cette problématique énergétique. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier fait face à plusieurs problématiques, à plusieurs mutations, notamment les questions des changements climatiques. Et avec les questions des changements climatiques, les plus demandées aux États d'opter pour les énergies renouvelables, telles que l'hydroélectricité, telles que le soleil. Mais aujourd'hui, quand vous faites un ratio des différentes sources d'énergie, vous verrez que l'énergie solaire contribue pour très peu. C'est détenu exclusivement par le thermique, par l'hydroélectricité. Même encore, des centrales thermiques doivent fonctionner à partir du gaz, à partir du pétrole. Alors qu'on nous dit que nous sommes dans une dynamique, il faut préserver, il faut respecter les normes, les règles du développement durable. Pour ma part, je le dis et je persiste là-dessus, la question du monopole pose problème. Même quand on veut aller au niveau des panneaux solaires, j'ai travaillé sur un projet au niveau de la mer du Plateau. Au niveau des panneaux solaires, il y a une problématique qu'il faut résoudre. Vous voyez, lorsque les panneaux sont posés, il y a un générateur qui sert de transmission entre le panneau et puis l'alimentation. Généralement, il y a un coût de maintenance. Le générateur peut avoir une durée de vie d'1 à 2 ans, d'une à 2 années. Après ça, il faut les changer automatiquement. Mais le problème, c'est qu'il coûte cher. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas levé la fiscalité qui est sur cet aspect. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire veut vraiment un mix énergétique, l'État devra faire des sacrifices en défiscalisant le secteur des panneaux solaires, mais en mettant fin au monopole. Et je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus sans toutefois faire la politique. Sans toutefois faire la politique. La question du monopole est essentielle. Laissez-moi donner très rapidement un exemple. Ce n'est pas faire la politique ni l'apologie d'un homme politique. Monsieur Tidjane Thiam, l'actuel président du PDC-RDA, il s'est prononcé sur la question de l'énergie. Et il a été très factuel, il a été très clair. Il a dit que le secteur énergétique est très déterminant pour l'économie des pays africains. Et que si les pays africains veulent avoir une économie dynamique, il est important pour ces pays-là d'avoir une souveraineté énergétique. D'où le recours au soleil. Aujourd'hui en Afrique, il y a du soleil. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, depuis la moitié nord, toute la moitié nord est ensoleillée. Mais figurez-vous, nous sommes dans une dynamique où on bascule au soleil. Ça veut dire qu'on ne paye plus de facture d'électricité. Ça veut dire que nos véhicules n'ont plus de carburant. Donc imaginez-vous, vous avez une poche budgétaire affiliée à la facture d'électricité, au carburant qui n'existe plus. Cet argent peut constituer une source de richesse. Alors je vais laisser la parole à M. Souza, ça paraît très simpliste. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Vous voyez, la mutation des sociétés ne se fait pas au bout d'un claquement de doigts. Voilà. Le monopole dont il parle, parce qu'il y a plusieurs aspects dont il a abordé, le monopole dont il parle, c'est une réalité. Et à mon entame, j'ai dit, je prends en compte ce qu'il a dit. Donc, effectivement, il y a un problème de monopole, mais en même temps, il faut comprendre comment est-ce que le secteur fonctionne. L'État ivoirien a fait ce qu'on appelle le code de l'énergie. C'est inédit en Côte d'Ivoire. Et ce code de l'énergie-là ouvre le secteur de l'électricité au niveau, il ne fait pas du monopole du secteur énergétique, la propriété de l'État, mais le service est pris comme un service public. Et dans la chaîne de valeur de l'électricité, la CE n'est que le volet de commercialisation. Ce n'est pas la CE qui transforme l'électricité, ce n'est pas la CE qui a la technologie. Quand on demande à des États d'avoir le monopole du secteur énergie, c'est qu'on a la technologie pour ça. Et la technologie signifie énormément de ressources. Et je pense que dans son exposé,
Et il a posé même des préalables, notamment les influences internationales au niveau des différents acteurs en termes de partenaires privés, en termes de financement. D'où les raisons exogènes. Vous voyez un peu. Et on est dans un contexte africain où il s'agit pour les États africains de pouvoir s'affirmer. Mais on est dans une géopolitique où on ne s'élève pas comme ça pour être autonome. Sinon, le Nigeria serait déjà autonome au niveau énergétique. Parce que quand on compare la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais le Nigeria est l'un des pays en Afrique qui a décidé de remettre entre les mains d'un investisseur local une centrale thermique. Mais c'est innovant. Voilà. Mais je veux dire, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. On a parlé de l'énergie solaire, mais on vient de dire qu'à Boundiali, il y a la phase 2 du central d'énergie solaire. Donc, il y a des efforts qui sont menés. Il faut pouvoir reconnaître cela. La France n'est pas devenue la France du jour au lendemain. La tour Eiffel a été construite au moins 100 ans plus tard. On a vu ce que la tour Eiffel a donné. Et donc, c'est pour dire que est-ce que les États africains ont cette capacité technologique-là de pouvoir s'auto-déterminer? On a des intellectuels, mais le processus se fait étape par étape. Il a donné l'exemple d'un leader politique sur ce qu'il a dit. Ok, mais cette vision, est-ce qu'on ne retrouve pas cette initiative-là dans les actions des différents États qui sont mis actuellement? Au Mali, il a été décidé de créer un site dédié seulement à l'énergie solaire. Mais la difficulté, c'est le financement. Où trouver l'argent pour pouvoir financer cela? Parce que les États fonctionnent en fonction des priorités. Et comme on est aujourd'hui dans un monde cosmopolitique où on parle de destin commun, on ne s'élève pas pour se mettre en autarcie et puis dis-moi à partir d'aujourd'hui je prends mon argent, voici la seule ligne d'investissement que je suis. Tout c'est un ensemble d'agencements. Donc je vais dire que effectivement il y a des efforts qui sont menés, mais ces efforts là c'est étape par étape. On a vu quand la centrale d'Azito a été mise en place, mais tout le monde a applaudi parce que c'était inédit. Mais Azito là, est-ce que la Côte d'Ivoire pouvait entretenir Azito? Non. Azito qui gérait ça? Ce sont des entreprises privées, c'est comme ça. Il y a des compétences internationales qui arrivent. Aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'énergie flottante, les centrales thermiques flottantes, qui a aidé la Côte d'Ivoire pendant la CAN. C'est une technologie, par exemple, qui peut être développée, puisque nous, on a la côte. C'est un bateau, ce sont des navires qui sont là, comme qui sont installés, tout ce qui est technologie de la production de l'énergie électrique. Ils utilisent le pétrole pour pouvoir transformer l'énergie en électricité et desservir les États en question. Mais je veux dire que ceux qui ont découvert cette technologie-là, mais ce sont des années de recherche. Donc il faut pouvoir encourager le secteur de l'énergie. On va être autonome, certes, mais c'est d'encourager la recherche dans ce sens-là, essayer d'investir davantage. Donc effectivement, le monopole pose problème, mais il y a aussi, je reviens sur la question de la démographie, parce que quand on est 30 millions d'habitants, on demande plus d'énergie que quand on est 29 millions d'habitants. D'autant plus qu'il y a une sorte de dynamique économique qui explose. Il y a énormément, il a donné l'exemple par exemple du secteur de la cimenterie. Mais la Côte d'Ivoire est en chantier. Il y a énormément de cimenteries qui ont vu le jour. Sans compter toutes les entreprises qui se créent. Mais la demande va forcément exploser. Et il y a des chiffres qui sont démontrés que la dynamique démographique est aussi comme l'un des problèmes du desservissement en termes d'électricité dans les différents États. Maintenant, les facteurs du monopole, je veux dire après, c'est purement politique, mais il y a des décisions qui sont prises. C'est pourquoi on demande à certains élus locaux de pouvoir proposer faire des propositions de loi allant dans ce sens-là. Alors, voilà. Permettez-moi de rebondir un peu sur votre thème. Quand vous parlez de politique, est-ce que ce n'est pas une question finalement en Afrique de vision ou de volonté politique? Oui. Je me permets de poser cette question parce qu'on a vu récemment, on parle de crise énergétique, le coût du carburant est cher et autres, mais on a vu qu'au Tchad, par exemple, on vient d'accorder la gratuité à l'électricité et à l'eau pour les populations. Est-ce juste une volonté politique? Ce genre de démarche politique ça existait, mais ça existait. C'est une question de vision. Quand un État veut se développer, c'est dans quoi il doit investir le plus, c'est dans l'éducation. Quand vous voulez vous développer, vous avez une vision. Vous investissez dans l'éducation. Maintenant, puisque vous savez que les problématiques de transition énergétique se posent avec plus d'acuité, automatiquement, vous commencez à former vos étudiants dans le domaine énergétique, dans le domaine de la transformation énergétique, dans le domaine du solaire, des panneaux photovoltaïques. Je crois que le Maroc l'a très bien réussi, la Chine l'a très bien réussi. Je pense que nos États africains doivent s'inscrire dans une dynamique de prospective.
d'analyse vers le futur. Parce qu'il a posé un problème qui est pertinent, le problème de la démographie. Mais la démographie, elle est galopante. Et les statistiques démontrent que la population évolue de façon crescendo, à un rythme, je dirais, exponentiel. Mais si les ressources évoluent en inadéquation avec l'évolution de la population, il va encore se poser un problème. Donc pour moi, c'est une question de vision, une question de politique nationale. Alors, monsieur, permettez-moi encore de renchérir avant que vous reveniez. Quand on prend par exemple le cas de l'Afrique, tout à l'heure on a parlé, j'ai parlé du Tchad, mais quand on prend le Niger par exemple, avec tout ce qu'on sait comme potentiel en uranium, on prend la RD Congo, la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'elle a comme potentiel hydroélectrique. Quand on prend la Côte d'Ivoire avec ces nouveaux gisements, en tout cas que le pays vient de découvrir, messieurs, comment est-ce qu'on peut véritablement justifier cette crise? On a la matière première, la technologie, vous venez de le dire, on a la possibilité d'avoir des financements. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a un problème de crise énergétique? Non. Alors pourquoi est-ce par rapport aux autres États? Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de prendre toutes les mesures pour faire son entrée à l'OPEP. Alors pourquoi on a cette augmentation au niveau des coûts de l'électricité? Pourquoi est-ce qu'on arrête la subvention? Tout simplement parce que je viens d'expliquer, on n'a pas la technologie qui transforme cela. Et les gens font de la commercialisation. On avait un déficit de plus de 130 milliards. Est-ce que vous savez que l'électricité qu'on utilise en Côte d'Ivoire, c'est en partie subventionné par les caisses de l'État? C'est en partie subventionné. Et donc, c'est déjà un effort et c'était toujours subventionné. La Côte d'Ivoire sort dès 2011 d'une longue crise qui a fatigué bien sûr l'ancien régime parce qu'il n'avait pas tous les ingrédients du territoire, donc c'était difficile. Mais nous sommes en 2024. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, on a quel niveau de couverture du réseau électrique? Et en termes de vision, mais le gouvernement s'est projeté en 2030 pour une couverture de 100%. C'est une vision. L'électricité coûte combien? On a augmenté 10%. On est autour de 89 francs. Mais je dis au Mali, ils sont à 149 francs. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est vrai qu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire pour parler de la voilà. On a le cas du Mali, maintenant, on a le cas du Mali. Niger, on a le cas de la Guinée. La question de la Guinée, la question du Mali, j'ai toujours dit, lorsqu'on doit mener une politique de développement dans un État, il y a la première condition qui est définie, c'est la stabilité politique. Des gens ne peuvent pas venir investir dans un pays où on fait palabre, où il y a la guerre, parce que ça ne rassure pas l'investissement des gens. Et il n'existe aucun État qui s'autofinance dans l'intégrité de ces secteurs stratégiques. Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Les États fonctionnent nécessairement, et c'est ce qui crée l'équilibre du monde. Donc au Mali, c'est le problème. Le Mali a connu sa crise, ce n'est pas aujourd'hui. Le Tchad, mais le Tchad est dans un cycle de coups d'État, de crise, de factions. Un État qui n'a pas la maîtrise de son territoire intégral ne peut pas satisfaire à 100% la population dans sa politique. Au Nigeria, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il y a des efforts politiques qui sont menés. On a donné l'exemple du Tchad qui prend l'initiative de donner gratuitement l'électricité et l'eau. Mais est-ce qu'en Libye, ça n'existait pas? Aujourd'hui, on va dire en Libye, là, l'électricité et l'eau est gratuite? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une crise en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dubaï, mais à Dubaï, l'électricité et l'eau est pratiquement gratuite? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un territoire où il n'y a pas de crise. Donc, ils ont la capacité de pouvoir financer des secteurs stratégiques. Et c'est ce qu'aujourd'hui on constate en Côte d'Ivoire, même si après, on ne dit pas que c'est satisfaisant à 100%, mais je vais dire que pour là où nous sommes arrivés, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir féliciter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Je vais quand même rebondir. C'est vrai que la comparaison... Parce que je vous vois déjà bouillonner comparaison n'est pas raison. Mais juste pour rire un peu, pour ironiser un peu, récemment, il y a le rapport sur l'indice qui donne les populations les plus heureuses au monde. Pour la Finlande est le pays où l'on est le plus heureux au monde, on va le dire ainsi. Alors permettez-moi de vous demander, est-ce que l'électricité, l'énergie, est un préalable au bonheur dans nos États? Mais bien entendu, l'électricité est un préalable au bonheur parce que sans énergie, il n'y a pas d'activité économique. Je le répète encore, l'économie n'est rien d'autre que la transformation de l'énergie. Un secteur économique qui n'a pas une énergie solide ne peut pas performer. Ça, c'est une évidence, ça c'est clair. Regardez toutes les économies du monde, toutes les meilleures économies du monde, prenez le cas de la Chine, prenez le cas des États-Unis, prenez le cas de l'Allemagne, elles ont
un secteur énergétique qui est performant. Je vous donne une information. L'Allemagne, la dernière coupure d'électricité de l'Allemagne date d'il y a 30 ans. En Allemagne. Leur dernière coupure d'électricité date d'il y a 30 ans. C'est-à-dire, c'est un pays dans lequel on coupe l'électricité chaque 30 ans. C'est inédit. On arrive au thème de cette émission. Si jamais je vous donne une minute, comment est-ce qu'on devrait résumer cette situation et quelles perspectives, qu'est-ce qu'on doit retenir pour améliorer les conditions? Oui, pour ma part, pour améliorer les conditions d'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire, il faut mettre fin au monopole. En Afrique de l'Ouest, je sais que vous êtes beaucoup focus sur la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, la situation en Guinée, au Mali. Il faut mettre fin au monopole. Il faut assainir la gestion des différents secteurs électriques, mettre fin à l'opacité dans la gestion, développer des nouvelles sources d'énergie telles que le solaire, la biomasse, etc., etc. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une dynamique de développement durable et certains objectifs internationaux doivent être atteints. Pas pour le bien-être ou bien pas pour le bon vouloir de ces initiateurs, mais il est important de noter que c'est très bénéfique pour les États africains. Toutes les populations. Monsieur De Souza. Oui, moi je dirais que déjà, il faut garantir une stabilité politique à l'intérieur de chaque État. Ça, c'est l'homme politique. Ça, c'est vraiment, non, c'est l'analyse politique. Ça, c'est vraiment le préalable. Ensuite, diversifier les ressources énergétiques. Parce que, je vais dire qu'aujourd'hui, avec la transition écologique et le réchauffement climatique, la consommation de l'énergie, même de l'électricité, est demandée en abondance parce qu'il fait vraiment chaud. Et quand c'est comme ça, on demande à ce que les machines produisent à plein régime. Donc il faut pouvoir créer une sorte d'alternative à ce que nous avons des classiques. Aujourd'hui, les États de l'UEMOA font l'effort de sortir du fossile pour peu à peu arriver à des énergies renouvelables. Mais il faut financer davantage. Et surtout dire qu'il faudrait que les États aient l'audace de pouvoir prendre en main et sur eux, d'accompagner les champions locaux qui vont essayer de transformer les ressources au niveau local. Je pense que ça va permettre quand même à ces États-là de pouvoir maîtriser les différents coûts pour le bonheur des populations. Permettre aux populations de bénéficier en tout cas des bienfaits de l'électricité. Messieurs, merci encore pour vos contributions. Mais vraiment, on retient qu'il faut juguler la question de la crise climatique, réussir à assurer une stabilité politique au sein de l'espace pour permettre de développer tous ces grands enjeux également. Et aussi diversifier les sources d'énergie. Messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée à l'énergie, au secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.